Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume Fleurance, président de l'association Mon Débat, et je suis fier aujourd'hui de pouvoir vous présenter le premier débat de l'association Mon Débat. Le débat politique en France a-t-il tendance à se désintellectualiser de nos jours? Pour en parler, nous accueillons une journaliste politique et un professeur d'histoire, Madeleine Métayer et Fadi Kassem. Bonjour et merci à vous deux d'être là. Tout d'abord, nous parlerons plutôt de la politique dans les médias et nous nous poserons principalement la question de savoir si nous ne sommes pas à l'ère de la politique spectacle. Puis nous parlerons du débat plus idéologique, le débat politique idéologique, et nous nous demanderons si dans les débats politiques actuels, notamment par rapport à la campagne présidentielle de 2017, les candidats font toujours autant appel à ce qu'on peut appeler l'intelligence des électeurs. Et nous verrons notamment, on pourra s'appuyer sur les notions de populisme et de démagogie dans les débats politiques en général. Pour commencer donc, nous allons parler du débat politique dans les médias, le moyen par lequel nous pouvons écouter, entendre et voir le débat politique et qu'il se transmette finalement des candidats aux électeurs. Et nous allons donc nous demander si nous sommes à l'ère de la politique spectacle. Alors il faut savoir que ce terme de politique spectacle, il est utilisé depuis la fin du XXe siècle environ, avec le développement des médias de masse tels que la télé et la radio notamment. Et alors pour commencer cette partie, j'avais envie que nous parlions d'un point principal de la campagne présidentielle de 2017, c'est le débat d'entre-deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Le débat de l'entre-deux tours, on le sait, c'est une tradition des campagnes présidentielles. C'est une tradition qui a souvent donné à voir de véritables joutes oratoires, par exemple entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing, ou entre François Mitterrand et Jacques Chirac. Et là, en l'occurrence, ce débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il a souvent été jugé raté. On a parlé de certains dérapages qui ont été raillés sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et alors la première question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport à ce débat, est-ce que finalement ce ne serait pas la preuve de cette désintellectualisation du débat politique? Et si oui, pourquoi? Je me tourne d'abord vers vous, Madeleine Métayer. Alors c'est amusant d'imaginer, enfin en tout cas pour moi, que ce débat en particulier puisse être le reflet en fait d'une désintellectualisation de la vie politique, sachant que cette campagne a été, je trouve, au contraire, l'occasion d'un grand retour des idées intellectuelles. Et alors, est-ce qu'un seul débat peut suffire comme preuve pour prouver qu'il y a eu un vide des idées dans la vie politique à ce moment-là? En fait, c'est, je pense, injuste de se fonder sur ces quelques images, sachant que quand on connaît l'histoire en fait derrière ce débat, c'est beaucoup plus humain, beaucoup plus absurde et beaucoup moins intéressant que ce qu'on pense. Elle était fatiguée. C'est pas intéressant, ça permet pas de juger une époque ou une vie politique, c'est tout simplement ça. Elle était fatiguée et effectivement Marine Le Pen pour le coup, elle, à elle seule, elle est représentative d'un personnel politique qui n'a plus nécessairement les mêmes références qu'avant, un personnel politique peut-être un peu plus paresseux en tout cas en ce qui concerne le travail intellectuel. Mais en l'occurrence, ce débat, je trouve qu'il sert d'exception en fait dans cette campagne et qui peut pas justement représenter un exemple pour... La totalité de la campagne. Exactement, qui est vraiment pour moi un moment où au contraire on a un petit peu retrouvé les grands moments de la vie intellectuelle française. Mais on y reviendra peut-être. Fadi Kassem, est-ce que vous pensez aussi que ce débat, c'est pas le reflet de la campagne et que c'est juste un événement à prendre à part? Je vous rejoins en grande partie, effectivement, parce que on pouvait craindre à travers la campagne présidentielle qu'elle s'axe essentiellement autour de thèmes liés à l'insécurité, à la peur due au contexte lié aux attentats terroristes, etc. Et en réalité, nous avons vu apparaître des questions qui jusqu'alors étaient presque tabous, à vrai dire le demeurent encore un petit peu, du fait également d'ailleurs de l'actualité internationale. Je pense par exemple à la question d'un mot qui a été prononcé et qui était imprononçable il y a encore 15-20 ans dans le pays, qui est celui de Frexit, en référence au Brexit. Autrement dit, paradoxalement, cette campagne électorale a permis effectivement le retour de débats, alors sans qu'on aille forcément au fond des problèmes, sans permettre d'évoquer tous les enjeux liés à ces questions-là, hein. Je pense par exemple à ce sujet, mais il y en a d'autres, mais disons qu'au moins, ça a effectivement permis de faire bouger un petit peu les lignes de clivage qui jusqu'alors paraissaient inébranlables, et
quelque part, je vous rejoins, c'est-à-dire que le débat de l'entre-deux tours, d'ailleurs à titre personnel, j'ai à peine entendu 2 minutes à la radio, puis j'ai arrêté immédiatement, parce que j'ai compris que là on était même à la limite dans une caricature de débat, il n'y avait plus de débat. En revanche, dans la campagne en tant que telle, loin parfois des caméras, dans les réunions publiques, dans les échanges qu'il pouvait avoir, on avait véritablement des enjeux majeurs sur lesquels on débattait, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, et puis sur le plan, encore une fois, international, et en particulier la question européenne. Juste pour terminer là-dessus, j'ajoute que cette idée de politique spectacle, effectivement, vous avez raison de dire que ça date. Il y a un très bon ouvrage de 1977 du député Roger Gérard Schwarzenbeck, à l'époque, qui était d'ailleurs médecin, et qui dénonçait déjà cette logique de politique spectacle en expliquant qu'en fait, voilà, il y avait déjà ces mises en scène auxquelles nous avons échappé en partie, et c'est salutaire pendant cette élection présidentielle. Mais alors justement, ça pose finalement peut-être un peu un problème que vous êtes en train de dire que ce débat-là, finalement, n'a pas repris, n'a pas été le reflet d'une campagne, alors que c'était peut-être finalement son rôle et des idées qui ont été développées pendant une campagne. Et donc justement, ça pose la question du débat politique dans les médias. Les médias sont-ils obsolètes pour traiter le débat politique? Et par exemple, j'aimerais qu'on parle de plusieurs exemples pour se demander si le débat politique télévisé, finalement, est-ce qu'il ne tourne pas un petit peu à de la télé-réalité? Parce que on peut prendre plusieurs exemples qui ont eu lieu pendant la campagne présidentielle de 2017. Par exemple, les débats qui mettaient en scène tous les candidats et dans lesquels on attendait toujours les petites phrases qui allaient voilà, être ressorties dans les médias plus tard. On pourrait aussi parler de l'émission politique de France 2 qui avait un peu rythmé la campagne et qui s'appuyait sur des séquences comme celle de l'invité surprise qui avait donné à voir justement des séquences un petit peu farfelues comme celle de Christine Angot face à François Fillon, ou même voilà, il y avait des invités surprises qui étaient forcément qui reflétaient une recherche de l'audience de France 2, comme même Jérôme Kerviel face à Alain Juppé. Déjà, est-ce que le débat politique tourne à la télé-réalité? Êtes-vous d'accord avec ça? Et si oui, est-ce un problème? Par rapport à la question de la télévision, je dirais que le premier problème qui se pose, c'est la question du format. C'est-à-dire qu'à partir du moment où intervient une mise en scène entre deux personnes dans un délai très réduit, de 5, 10, 15 minutes, on ne peut évidemment pas s'attendre à un véritable débat au sens disputatio médiéval, c'est-à-dire au sens échange d'arguments un petit peu développé, etc. Ça va être très difficile étant donné le contexte, d'autant plus que ce qui est dans l'air du temps, si j'ose dire, à un moment donné, c'est d'être capable de lâcher une punchline, comme on le dit. On se souvient par exemple de la question de l'immunité ouvrière, de ce qu'avait dit Philippe Poutou à propos de Marine Le Pen qui refusait de se rendre auprès des juges, etc., dans le cadre d'une affaire. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le premier problème. Est-ce qu'un débat, ça doit se résumer à deux personnes, face à face, dans une sorte de match presque? Mais là, ça dépasse le cas de l'élection présidentielle. En réalité, ça se retrouve dans énormément d'émissions politiques sur beaucoup de chaînes télévisées. Donc à partir de là, est-ce qu'on peut débattre sereinement dans le sens échange d'idées? Je n'y crois pas véritablement. C'est ça le véritable problème, me semble-t-il, dans un premier temps. Parce que ensuite, peut-on créer un cadre à la télévision en faveur d'un débat? Moi, je pense que oui. Mais tout dépend aussi, encore une fois, de ce qu'on appelle débat. Vous savez, un débat avec une seule personne invitée, c'est tout à fait possible. Car après tout, une personne invitée est là pour exposer ses idées et participer au débat démocratique. Et la logique est justement de permettre d'inviter des tas de personnes successivement, exposant leurs idées et permettant ainsi aux citoyens, et non plus aux consommateurs dans ce cas-là, de pouvoir se faire une idée en ayant entendu les différents arguments qui ont été évoqués. Il me semble que ce type de formule, le seul problème, et je terminerai là-dessus, le seul problème, c'est que si cette formule me paraît plus satisfaisante, se pose la question de l'audimat, qu'il ne faut jamais oublier. Car après tout, une chaîne de télévision est assurée d'un plus grand audimat lorsque des punchlines sont envoyées que lorsqu'il y a un discours qui est bien étayé, rationnel et écouté par les téléspectateurs. Voilà, c'est justement aussi ce que je voulais vous demander. Est-ce que c'est cette recherche de l'audience qui, on le sait, est de plus en plus difficile, que ce soit pour la télé qui est aujourd'hui concurrencée par Internet, etc., mais également pour la presse papier. Voilà, on a souvent tendance à dire que la presse papier meurt à petit feu. Et justement, vous avez sûrement un regard au centre de tout ça, puisque vous êtes journaliste politique. Est-ce que c'est cette recherche de l'audience, de l'audimat, justement, aujourd'hui
l'audimat qui est considéré comme un ensemble de consommateurs qui contribuent à la désintellectualisation du débat? Il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais rebondir, à la fois dans votre question que j'oublie pas et dans votre intervention. D'abord, il y a la question de la responsabilité, parce qu'il y a vous citez en fait des espèces d'unités comme si elles étaient vagues, floues, l'audimat. Mais l'audimat, c'est qui? C'est nous. C'est nous qui sommes responsables quelque part de l'information qu'on nous donne. À chaque fois qu'une personne va se plaindre de ce qu'elle voit à la télévision, il faut qu'elle se demande qui a contribué à ce qui passe à la télévision. Qui a contribué à la logique des petites phrases dans la vie politique? Qui est avantagé par ces petites phrases? L'audimat soi-disant, parce qu'il va avoir une information vide, broyée, qui va lui être balancée directement et qui va lui permettre de comprendre soi-disant quelque chose rapidement. On peut juste lire un titre aujourd'hui en ayant l'impression d'avoir compris l'actualité du moment. Et puis il y a les politiques, mine de rien, qui se plaignent sans cesse des petites phrases, qui se plaignent sans cesse qu'on ne prend que quelques petits mots dans leur bouche, dans tout ce qu'ils ont dit. Et en fait, c'est tellement pratique pour eux. C'est tellement pratique, avec une phrase qui, ils le savent très bien, sera reprise en boucle dans les médias, ils peuvent faire passer une idée générale. C'est quand même mieux qu'avoir une pensée complexe qu'on expose longuement à la télévision en ayant effectivement peur que quelqu'un éteigne son écran derrière. Donc il y a la responsabilité de ça. Et donc ce que je voulais dire, c'est l'idée de la télé-réalité politique. De toute façon, en fait, elle est là à partir du moment où il y a des écrans. C'est pas tellement lié à notre époque, encore une fois, mais vous saviez à peu près quelle était mon opinion sur ce vide intellectuel auquel je ne crois pas du tout. C'est qu'à partir du moment où il y a une mise en scène, et il y en a toujours eu, sauf qu'avant elles n'étaient pas filmées, c'est-à-dire qu'il y avait des débats entre Jaurès et Clémenceau dans l'Assemblée qui donnaient lieu à des grands moments de mise en scène et à des grands moments de comédiens, simplement on ne les avait pas en face de nous, et c'est l'omniprésence des images qui nous donne l'impression qu'il y a une politique spectacle. Et pour spécifiquement les chiffres dans les journaux, le service politique est le service qui fait, enfin en tout cas dans mon journal, les meilleures audiences. C'est toujours l'information que les gens vont aller chercher en premier, et c'est toujours celle dont ils vont se plaindre le plus. Celle qui est soi-disant maltraitée, alors même qu'on peut le voir dans les commentaires, c'est hyper intéressant les commentaires, les gens ne lisent pas du tout l'article, la plupart du temps. Et quelque part, là, c'est là où je vois une responsabilité qui est vraiment commune. Je me sens responsable du traitement de la vie politique, je me sens responsable du niveau intellectuel de mes politiques, et je pense que c'est une responsabilité commune et qu'il n'y a pas que moi qui suis en tort. On l'est tous. Qu'est-ce qu'on cherche quand on allume la télévision? Donc en fait, ouais, comme on l'avait dit, le terme de politique spectacle, il est apparu depuis l'apparition des médias de masse, et en fait, ce serait plutôt la structure qu'il faudrait critiquer, plutôt que les hommes politiques qui sont victimes de cette structure, en quelque sorte. Vous êtes d'accord avec cette idée? Ouais. Vous êtes d'accord avec cette idée, Mika Sam? Oui, je vous rejoins en partie. Il est clair que les hommes politiques peuvent très bien développer des idées, avoir un débat politique de fond, qu'ils s'adaptent à un cadre qui les sert à la fois, c'est incontestable. Hein. Après tout, encore une fois, lâcher une punchline permet de faire parler de soi, et on le sait parfaitement. D'un autre côté, il s'adapte aussi à un cadre où, effectivement, tout le monde attend la petite phrase, etc., pour pouvoir débattre, rebondir là-dessus, plus que finalement d'écouter le discours en tant que tel. Sachant néanmoins, encore une fois, que s'il y a bien sûr une responsabilité individuelle, là je vous rejoins en partie là-dessus, cette responsabilité individuelle existe parce que, quelque part, au départ, il y a eu aussi un certain assèchement, en tout cas de certains débats politiques. Et que c'est cet assèchement sur des questions qui sont dans le fond fondamentales et sur lesquelles nous allons peut-être revenir derrière, qui explique que, à partir du moment où vous avez une plus grande convergence de vues politiques sur des sujets aussi fondamentaux que ceux de la construction européenne, la mondialisation, le rapport des productions économiques, c'est-à-dire le capitalisme, à partir de là, pour se démarquer, pour faire la différence, il existe soit des sujets sociétaux qui peuvent être l'objet de véritables débats, soit éventuellement des questions d'aménagement plus ou moins social, par exemple de la construction européenne, soit, bah oui, il reste effectivement le spectacle, la politique spectacle, la petite phrase qui assure une certaine audience et une certaine popularité en fonction des propos prononcés ou non. Alors justement, on va avancer un petit peu dans le débat pour parler de la communication des hommes politiques, des hommes et femmes politiques. Et j'aimerais vous demander si la communication sur l'image de ce qu'on peut appeler le personnage politique, la personnalité politique, elle est aujourd'hui, elle a tendance à devenir plus importante que les idées ou le fond, ou est-ce que finalement ça a toujours été comme ça? Parce que on peut prendre l'exemple, par exemple, qu'aujourd'hui les politiques vont beaucoup plus dans les talk shows
ils préfèrent même aller dans les talk shows que dans des débats, que la communication, ça a une place très importante dans la campagne. On a souvent entendu pendant la campagne que Emmanuel Macron était plutôt un très bon candidat dans tout ce qui était la communication, dans tout le secteur de la communication. Mais également, on peut prendre d'autres exemples et se demander aussi si dans des innovations de communication, on ne cherche pas, est-ce que finalement l'innovation sur la forme, elle cherche-t-elle toujours à mieux faire passer le fond, ou est-ce que l'innovation sur la forme aujourd'hui occulte le fond? Et là, par exemple, j'aimerais vous prendre l'exemple des chaînes YouTube de politique. On avait eu la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. On en avait beaucoup parlé, ça a été beaucoup traité dans les médias parce que c'était une innovation sur la forme. Mais au final, est-ce que cette innovation, elle servait le fond ou est-ce qu'elle l'occultait? Elle est toujours là, cette chaîne. C'est que quelque part, elle est là pour servir le fond. C'était pas un objet de com qui a été lancé à un moment pour faire le buzz. Je pense que s'adapter à l'écosystème actuel est une chose plutôt intelligente. On entend ce qui se montre, en fait. On peut le déplorer ou alors on peut s'adapter. Quelque part, si pour faire passer ses idées, il a fallu qu'il s'adapte aux moyens, enfin aux canaux utilisés par ses électeurs, je trouve que c'est au contraire une manière plutôt intelligente de procéder. Je me sens obligée de faire un petit retour en arrière pour dire que moi, pour le coup, je ne suis pas à moitié d'accord avec vous sur ce que vous venez de dire. Je suis complètement d'accord. C'est naturel qu'on ait besoin de se démarquer en faisant du bruit. Quand effectivement, après la chute de l'URSS, vous me direz si j'ai tort, il y a eu une idéologie qui s'est répandue dans les esprits de tout le monde. Il y a eu une idéologie, donc une doxa néolibérale, qui fait que beaucoup de gens sont d'accord sur beaucoup de choses. Par exemple, il y avait eu un livre qui était sorti en 2002 de Daniel Lindenberg, je crois. Et dans ce livre, il avait fait une liste des choses qui, pour lui, n'étaient plus à remettre en question dans aucun débat. Quelque part, les acquis. Donc, il y avait le tourisme de masse, la société métissée, des choses comme ça. En fait, la marchandisation, des choses qui, pour lui, n'étaient plus à être discutées. Et il expliquait... Maintenant, on va parler de ça. Maintenant, les débats doivent se porter là-dessus. Et donc, quelque part, quand on n'a plus le droit de discuter de tout ça, et qu'on se retrouve dans des débats où on doit le réaborder, on va faire quoi? On va essayer de casser les codes, on va essayer d'apporter un peu d'émotion, parce que, dans le fond, il n'y a rien qui nous sépare vraiment. Voilà, et pour revenir sur l'avancée qu'on avait faite, je trouve que la communication, si elle permet de diffuser des idées de fond, n'est pas l'ennemi des débats profonds, vraiment pas. Vous ne pensez pas que la communication, parfois, elle peut occulter le fond? Parce qu'on parle beaucoup de l'innovation. Je vais reprendre l'exemple de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il avait fait son meeting en hologramme. Et finalement, c'est peut-être le jeu des médias, mais on avait beaucoup parlé de l'hologramme. Finalement, très peu de ce qui avait été dit dans le meeting. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais la réalité, c'est que les deux sont liés. C'est-à-dire que, bien sûr, que l'innovation médiatique ne peut servir éventuellement qu'à la forme, c'est évident. Mais en fait, tout dépend de ce que l'on fait de ce moyen médiatique, que ce soit un hologramme, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit d'ailleurs le média qui a été lancé le 15 janvier dernier, justement, sous finalement le patronage de la France Insoumise, dans le cadre de la France Insoumise. En fait, tout dépend de l'usage que l'on veut faire du média. Bien entendu qu'on peut uniquement faire passer une forme, privilégier la forme à travers le média, mais ça peut être aussi clairement un instrument pour faciliter, pour diffuser autrement le fond. Et si on reprend le cas de la chaîne YouTube là, que vous évoquez de Jean-Luc Mélenchon partait d'un constat qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs, à savoir qu'il avait du mal à faire passer ses idées dans le cadre du média traditionnel, qui pour moi reste le média central lors d'une élection présidentielle législative, c'est-à-dire la télévision. Pour moi, ça reste le média central, parce que c'est celui qui finalement arrive à capter le plus facilement une large audience par rapport à la démarche nécessaire quand on va sur Internet pour chercher des idées, se renseigner, etc., ce qui est beaucoup plus difficile. Et Jean-Luc Mélenchon considérait que dans ce cadre-là, et d'ailleurs ce n'était pas le seul à vrai dire, il ne pouvait pas exposer aussi clairement, de manière aussi évidente, ses idées. Donc quand il a lancé sa chaîne YouTube, à la fois c'était un acte de communication sur la forme, mais sur le fond, ça lui permettait aussi d'entretenir une fidélité et d'élargir une audience, jusqu'à une certaine limite, pour mieux exposer ses idées, parce qu'il considérait qu'il ne pouvait pas le faire au niveau de la télévision. Et je répète, ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul à être dans ce cadre-là. Donc encore une fois, tout dépend de l'usage qu'on veut faire des médias. Soit simple opération de communication,
soit un usage pour le fond, soit généralement les deux en fait. Il y aurait encore beaucoup à dire sur le débat politique dans les médias, mais nous allons maintenant parler vraiment plus de fond et de débat idéologique, puisqu'on va parler du débat politique idéologique. Et je vous avais dit, c'était principalement sur la question de savoir si on fait toujours appel à l'intelligence des électeurs. C'est ça qu'on entend principalement par la problématique du débat, à savoir si le débat politique en France a-t-il tendance à se désintellectualiser de nos jours. Parce que s'il est clair en tout cas que les thèmes du débat politique, ils évoluent avec le temps, c'est avec l'actualité, avec les nouveaux événements historiques, il est tout de même possible de se demander si le débat idéologique ne souffre pas d'une certaine désintellectualisation. Et dans le cadre de cette deuxième partie, il y a deux termes en tout cas que j'aimerais mettre au centre du débat. C'est ceux de démagogie et de populisme, qu'on a souvent tendance à confondre, mais qui sont tout de même deux termes probablement distincts. La démagogie, qu'on peut définir par l'action de flatter les masses pour gagner en popularité auprès des électeurs, et le populisme qui est plutôt au sens strict un discours politique adressé au peuple, qui est souvent apparenté aux classes populaires. Alors la première question que j'aimerais vous poser par rapport à ça, c'est justement par rapport à l'utilisation de ces deux termes, parce qu'on lit souvent le terme de populisme, qui a un sens assez souvent péjoratif, à celui de démagogie. Et est-ce vraiment juste, intellectuellement parlant, de rapprocher les deux termes, ou est-ce un moyen de discréditer le populisme? Je pense que ça dépend en fait de l'usage qui en est fait, ça dépend de l'intention qui est derrière. Quand certaines personnes font du populisme, c'est-à-dire en essayant... Je trouve ça dommage que le mot populisme soit devenu un terme péjoratif, dans le sens où je pense qu'il est le discours de ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. En revanche, quand il est utilisé à des fins de manipulation par des personnalités politiques qui ne sont ni dans les bottes ni dans la tête des gens à qui ils essayent de parler, et le meilleur exemple qui soit, c'est Laurent Wauquiez, qui est le prototype même du bourgeois surdiplômé qui a le faux parler vrai et qui quelque part en fait n'utilise pas l'intelligence des électeurs, et même au-delà de ça pense qu'en les flattant sur des choses un peu basses, il va parvenir à des fins qui ne sont pas bonnes, c'est-à-dire qu'il va essayer de retourner un peu le cerveau de ses électeurs. Et c'est à ce moment-là que je pense qu'on peut lier démagogie et populisme, et je pense qu'on confond trop souvent les deux, et qu'on a tort d'utiliser le mot populisme. Alors, est-ce qu'on peut le lier, ou est-ce qu'on peut dire que simplement Laurent Wauquiez fait un discours démagogique? D'abord, j'aimerais juste, avant de répondre à cette question, repartir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est tout à fait juste, c'est-à-dire que, et ça rejoint en fait un petit peu la question, le triomphe du néolibéralisme, avant même la chute de l'Union soviétique, il a eu lieu dans les universités progressivement à partir des années 1980. C'est-à-dire que le courant intellectuel a balayé tous les grands courants marxistes, structuralistes, tout ce qui, quelque part, formait le socle universitaire depuis, on va dire, les 30 Glorieuses, voire peut-être même avant. Et ça a eu pour conséquence, effectivement, de mettre fin, comme vous l'avez dit justement, et on pourrait parler d'autres débats, à des questions qui étaient débattues, comme par exemple, encore une fois, le mode d'organisation de production. Envisager la sortie du capitalisme aujourd'hui paraît invraisemblable pour, on va dire, 99,999% des personnes. Pourquoi je dis ça? Parce que justement, c'est un lien avec votre question. À partir du moment où, et finalement l'élection présidentielle a été très utile de ce point de vue-là, à partir du moment où ressurgissent au pluriel des débats sur, par exemple, la question de la construction européenne, la question des rapports de production qui s'est malgré tout posée à un moment donné, l'arme qui est désormais utilisée est effectivement l'usage de concepts comme populistes, démagogiques pour discréditer les adversaires. Et effectivement, il me semble que dans le cas de Laurent Wauquiez, je serais plus prompt, alors là, ce n'est qu'un avis personnel, bien entendu, mais à parler de démagogie davantage que de populisme. Ne serait-ce que parce que le concept de populisme que vous avez défini est intéressant. Historiquement, au début du XXe siècle, d'ailleurs, il était pas mal associé au terme de socialisme. Parce qu'en réalité, le populisme s'adressait effectivement aux classes populaires, disons-le clairement, et à la prise en compte de leurs intérêts. Ensuite, on considère que le projet, par exemple, de base du socialisme, c'est-à-dire à la base un projet marxiste, alors on pourrait prendre aussi un projet anarchiste proudhonien, bon, passons,
Mais que ce projet puisse être qualifié de démagogique derrière, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible, c'est tout à fait normal. Ce sont notamment ceux qui n'ont pas intérêt à ce que ce projet soit en place, qu'il soit qualifié de démagogique. Mais assimiler populisme et démagogie, c'est déjà commettre, à mon avis, sur le plan historique, une erreur. Car ce serait confondre finalement un projet qui, quelque part, a un terme qui se rapprochait d'un projet politique avec une véritable accusation qui remonte carrément à l'Antiquité. Démagogie, ça remonte à l'Antiquité. Alors, si on se concentre véritablement sur le terme populisme, le populisme, est-ce qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'il a tendance à être de retour dans le débat politique et idéologique, ou est-ce qu'il n'est jamais vraiment parti? Est-ce qu'il a toujours été présent, ou est-ce qu'on observe une augmentation des discours populistes, par exemple dans la campagne présidentielle de 2017? Encore une fois, qu'est-ce qu'on entend par populisme? Si on entend le retour du peuple dans la vie politique, alors dans ce cas-là, on pourra dire que oui. À quel moment on va décider qu'une idée est populiste ou non? Et bien souvent, c'est les adversaires qui vont qualifier un discours de populiste. Il n'est pas employé comme un terme neutre, il n'est même pas renvoyé à sa conception politique, il est renvoyé à la démagogie. Donc comme il y a une erreur déjà à la base de sémantique, c'est quand même compliqué de se demander si le populisme est de retour. Des thèmes qu'on considérait ne plus devoir jamais revenir sont de retour. Et donc, quelque part, on a l'impression que c'est forcément négatif et qu'il y a forcément une utilisation de la bêtise des électeurs. Là où, en fait, ce sont peut-être juste des thèmes que les électeurs ont envie de voir revenir, sans que ce soit pour autant quelque chose de mauvais. Est-ce que le thème du retour des frontières nationales est un thème qui est nécessairement populiste sous prétexte que les élites dirigeantes n'ont pas envie de le voir revenir et trouvent que c'est un thème forcément de gens qui ont peur et qui sont étriqués et qui ont des petites vies et des petits salaires et donc qui n'ont pas le même niveau d'études qu'eux? Parfois, souvent, c'est d'ailleurs exclusivement du mépris de taxer un discours de populiste. Comment décide-t-on qu'une préoccupation l'est ou non? Alors, justement, c'est pour vous permettre de rebondir sur cette question, Fadi Kassem, et en même temps de conclure sur cette partie, puisque nous allons bientôt arriver à la conclusion de ce débat. Et alors justement, même question, est-ce qu'on est en train d'assister en France à une montée du populisme, ou même l'inverse finalement, à une contre-réaction qui va amener à une volonté de plus de débats politiques de fond, si on peut le dire de telle sorte? D'ailleurs, lorsque vous dites populisme, le populisme, on a d'ailleurs tendance à parler des populismes en assimilant au passage finalement la droite nationaliste qui est autrement appelée extrême droite et également les forces communistes qui souvent sont appelées extrême gauche. Car finalement le terme de populisme est utilisé de telle manière aujourd'hui qu'on le confond aussi avec ce qu'on appelle autrement les extrêmes. C'est également un très bon moyen, je vous rejoins, de disqualifier finalement des débats, des projets, si vous voulez, par rapport à ça. Donc moi, je pense qu'il y a une véritable soif, en réalité, de compréhension du monde de la part de toutes les catégories sociales du pays, à commencer par des catégories populaires qui, on l'oublie souvent le contexte, hein, parce que ça s'inscrit dans un contexte, mais subissent les conséquences d'une crise qui a éclaté il y a au moins 10 ans, sans remonter même jusqu'au choc pétrolier des années 1970, mais qui, depuis 10 ans, subissent les conséquences de la crise à la fois économique, sociale, environnementale aussi d'ailleurs, et puis des institutions européennes. Moi, je crois qu'il y a un véritable retour, un véritable intérêt des classes populaires qui l'ont très bien démontré d'un certain point de vue pendant les élections présidentielles. Et donc, le terme de populisme, quelque part, c'est un moyen de freiner les volontés de compréhension parce que ces classes populaires n'ont pas intérêt à voter pour un projet qui est à l'heure actuelle en place et qui leur ont fait très mal en réalité depuis plusieurs années maintenant. Eh bien, j'en conviens, il y aurait eu beaucoup d'autres choses à dire sur cette partie-là, sur le débat politique et idéologique, même sur le débat politique dans les médias, mais nous devons désormais conclure ce débat. Et puis nous avons ici avec ce débat lancé des pistes intellectuelles, des pistes de débat que vous qui regardez la vidéo pourrez ensuite évidemment approfondir et continuer que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit autour de vous. Bien évidemment, le but est de continuer ce débat et de s'intéresser au débat politique en général parce que ça touche à tous les citoyens, ça touche à vous et moi. Pour conclure, je vous remercie tous les deux, Madeleine Métainier et Fadi Kassem, pour votre présence ici et pour avoir fait confiance à l'association dans ce qui est son premier débat. Je remercie également la mairie de Louvciennes pour le prêt de la salle et puis pour le soutien qu'elle nous apporte dans la réalisation du projet de l'association.
Je remercie enfin tous les adhérents de mon débat, notamment l'équipe de mon débat, en particulier Memli et Simon qui m'ont aidé aujourd'hui à la réalisation de la vidéo du débat que vous écoutez actuellement. Je vous invite d'ailleurs à adhérer à l'association. Vous pouvez le faire sur le site mon-débat.fr. Voilà, il y a toutes les informations ici. Si vous voulez ensuite justement pouvoir proposer les prochains thèmes de débat, que vous verrez ensuite organisés s'ils sont votés par les membres de l'association. Voilà, donc je vous invite, si vous le souhaitez, à partager le travail de l'association pour la faire connaître. Et nous, on va se retrouver bientôt dans les prochains mois, j'espère le mois prochain ou le mois qui suivra, pour un prochain débat. Et on vous retrouve à bientôt sur le site mon-débat.fr.